Dans cette vidéo, je vais parler du livre d'Alexandre Grothendieck qui s'appelle Récolte et semailles. Donc, Alexandre Grothendieck, c'était un grand mathématicien, médaillé Fields, français du XXe siècle. C'est celui qui a un peu créé la géométrie algébrique, ce qui est, bon, t'es pas obligé de connaître, mais c'est un énorme tournant majeur du XXe siècle. Et c'est un peu lui qui a l'origine de ce renouvellement de la géométrie algébrique, qui était un peu un point mort. Et ensuite, il a introduit une notion qui a fait tout péter. Voilà, c'est le grand mathématicien français. Et il a écrit ce livre, Récolte et semailles, qui est un livre de 2000 pages. Là, j'ai juste le tome 1, qui fait, je crois, 700 pages. Et il y a le tome 2. Voilà, du coup, c'est un livre assez complexe, sur beaucoup de choses, un peu la réflexion mathématique. Enfin, c'est surtout moi ce que j'ai aimé lire là-dedans. Comment Grothendieck parle des mathématiques, la manière dont il fait les mathématiques. Donc, ce qui est cool, c'est que Grothendieck, c'est un peu l'anti-génie, par excellence, dans le sens où, en fait, il a pas fait... il s'est mis aux mathématiques sérieusement que quand il avait 20 ans. Il est allé au lycée puis à la fac, mais il allait pas du tout en cours quand il était à la fac. Et c'est que quand il est arrivé à l'ENS, à l'école normale, je sais pas comment il est arrivé. Hein. Me demande pas, enfin je pense qu'il a eu une super lettre de recommandation de son prof de maths, qui savait qu'il faisait un peu des bidouilles dans son coin et qu'il allait pas trop en cours, mais je pense qu'ils avaient une certaine connexion, bref. Voilà, donc il a commencé à faire des mathématiques sérieuses, genre à commencer à faire genre des groupes, des anneaux et tout, ce qu'on fait en prépa, que à partir de 20 ans. Donc tu vois, on est un peu loin du mec qui détruit les concours, qui détruit les IMO et qui est un peu un génie. Voilà. Lui, il a découvert les maths à 20 ans et il le dit lui-même que genre il a jamais eu une intuition hyper vivace, il a jamais été genre quelqu'un qui peut résoudre des problèmes rapidement. Il a jamais été quelqu'un qui est fort en théorie des jeux, ce genre de truc, quelqu'un qui est fort genre dans les trucs traditionnellement IMO où faut genre être vite et avoir des bonnes idées. Il a jamais été fort là-dessus. Et ce qui est fort dans ce livre, c'est qu'il parle de la manière dont il fait des maths. Et en gros, tout ce qu'il dit, enfin, la thèse qui est développée, mais que je simplifie ici, c'est qu'il y a un côté innocent quand tu fais les mathématiques, c'est-à-dire que quand tu fais les mathématiques, t'es un peu en train de découvrir un immense terrain et que tu le fais en faisant des petits pas, en faisant des questions, en te posant à toi-même des questions qui paraissent bêtes, en posant plus, et genre en éliminant le doute que tu as sur un certain thème, jusqu'à ce que tu puisses poser des questions de plus en plus pertinentes, poser des questions de plus en plus profondes. Et voilà, c'est comme ça qu'il fait la découverte. Lui il disait par exemple que il ne lisait jamais d'articles de recherche. Tu vois, lire un article de recherche, comme tu as tous les résultats qui sont énoncés les uns après les autres, que c'est un peu une succession de résultats, je pourrais un peu comparer ça à prendre l'autoroute, parce que tu vas très vite dans une seule direction. Et Grothendieck, il faisait jamais ça. Il préférait, lui, genre, se poser ses questions à lui, ce que je pourrais un peu traduire comme tâtonner autour de lui. Du coup, il lisait jamais d'articles mathématiques. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il appelait celui qui avait écrit l'article pour en parler, plutôt que de le lire. Tu vois, donc, il s'efforçait de genre poser lui-même les questions qu'il voulait savoir, plutôt que de se laisser imposer les questions qui étaient sérieuses et considérées comme ça par les autres mathématiciens. Okay. La phrase la plus importante, enfin, on va voir ce que toi tu peux tirer, toi qui en prépa, ce que tu peux tirer de ce livre qui est assez long et mystérieux. La phrase la plus importante du livre, pour moi, que j'écris sur mon tableau, comme ça je peux jamais l'oublier, c'est craindre l'erreur et craindre la vérité est une seule et même chose. Celui qui craint de se tromper est impuissant à découvrir. C'est quand nous craignons de nous tromper que l'erreur qui est en nous se fait immuable comme un roc. Donc moi je trouve que c'est une idée qui est trop cool et qui passe pas trop en prépa. Enfin, il y a pas trop de réflexion sur ce que c'est que les mathématiques en prépa. Mais ça pour moi c'est le premier théorème de ce que c'est que la réflexion mathématique. C'est que quand tu es en train de chercher un exercice et que tu as une certaine idée de ce que c'est que le problème, faut avoir un côté un peu schizophrène. Genre mettons que tu fais un exercice et que tu mets une hypothèse, tu dis bah tiens peut-être que en fait x égale 4y, peut-être. Tu te demandes ça. Et il y a un côté un peu schizophrène où d'un côté t'essayes de montrer en effet le truc que tu voulais montrer, qui est que x égale 4y, mais de l'autre côté, t'essayes de déterminer si c'est une assertion qui est vraie. Donc t'essayes en fait de montrer que x n'est pas égal à 4y. Il y a un peu ce double combat où d'un côté t'essayes de prouver l'intuition que t'as, et de l'autre côté t'essayes de combattre l'intuition que t'as. Et c'est deux forces qui doivent travailler entre elles, dans le sens où la force qui te dit bah non ça marche pas, regarde ce que tu fais, elle peut faire que t'améliores ton intuition sur le sujet, et
la phase qui dit bah si regarde mon intuition elle marche, elle peut faire en sorte que les critiques sur l'intuition soient mieux ciblées. Donc tu es un peu en train de d'améliorer à la fois ta compréhension de l'exercice et ta critique de ta compréhension de l'exercice jusqu'à au bout d'un moment la compréhension est gagnée parce que tu as compris l'exercice. Okay, et donc il y a ce côté où il faut pas avoir peur de critiquer ce qu'on pense de l'exercice. Faut pas craindre l'erreur sur ce qu'on pense de l'exercice, parce que sinon c'est là que l'erreur qui est en nous se fait immuable comme un roc. Moi, je suis colleur en prépa, et ça arrive à chaque colle, même à chaque exercice, d'une certaine mesure, à une mesure plus ou moins grande. Quelqu'un qui fait un blocage sur une certaine intuition, genre il a l'impression que l'exercice va marcher comme ça, mais en fait pas du tout, et il reste bloqué dans cette intuition jusqu'à ce que je lui dise bah regarde, ce que tu as écrit c'est complètement faux. Et à chaque fois que je leur dis, je leur fais remarquer, ils me disent oui, c'est vrai que j'avais un certain doute sur ce truc-là, mais ils sont jamais allés explorer ce doute-là qu'ils avaient sur le résultat qu'ils ont écrit. Ils sont jamais allés explorer est-ce que c'est vraiment vrai que y égale 4x. Et du coup, bah juste, ils travaillent avec ce doute permanent parce qu'ils n'ont pas osé explorer ce doute-là et donc ils sont un peu ralentis. En général, ils essayent de justifier leur résultat qui est faux, donc ils écrivent un autre résultat faux et continuent à faire des saltos comme ça pour essayer de trouver un monde dans lequel tout ce qu'ils ont écrit est vrai. Et juste à un moment, genre ils arrivent à une contradiction et là, le monde s'écroule. Et voilà. Et là, ils sont tristes. Voilà. Et faut pas être triste. Faut pas être triste quand tu t'es trompé. Faut se réjouir parce que si tu as découvert que tu t'es trompé, c'est une nouvelle étape vers la résolution de l'exercice. Voilà. Et c'est ça. Et aussi, je pense que le genre de personne qui travaille comme ça est trop, enfin, c'est-à-dire qui ne paye pas en question les intuitions qu'il a sur l'exercice et qui continue à travailler même si ce qu'il a écrit était faux, mais lui il le sait pas. Ce genre de personnes, je pense que c'est parce qu'ils sont trop focus sur le résultat qui est de résoudre l'exercice. Et ils sont trop focus sur le fait d'impressionner le colleur. Genre ils veulent trop, en colle par exemple, ils veulent vraiment montrer qu'ils ont écrit quelque chose sur le tableau, quitte à écrire des trucs un peu faux, des trucs, ils savent pas trop si c'est vrai, mais peut-être que c'est ça qui marche, donc je vais aller jusqu'au bout. Et ça marche pas parce que le colleur, désolé, mais il voit direct quand tu essayes de l'arnaquer. Et deuxièmement, c'est pas ça le but d'une colle, c'est pas de réussir l'exercice. Le but d'une colle, c'est de progresser sur ton intuition sur les objets et de montrer que tu as compris un peu ce qui se passait dans l'exercice. À l'ENS, ils mettent ça dans les rapports chaque année. Le but, c'est pas de finir l'exercice. Et je pense qu'ils le mettent parce que à l'ENS, je pense qu'ils ont beaucoup d'euros où quelqu'un est en face d'un exercice très difficile et perd ses moyens parce qu'il n'y a plus rien à faire. Et du coup, faut sortir de cette mentalité-là où je veux résoudre les exercices et arriver dans une mentalité où le but d'une colle ou le but d'un exercice, c'est juste de travailler avec l'exercice, voir ce qu'il a à dire, essayer de travailler à la fois ton intuition de pourquoi ça marche et ton intuition de pourquoi ça marche pas, faire progresser les deux en parallèle. Voilà. Moi, quand j'essaie de résoudre un exercice, quand je travaille sur un exercice, j'essaie jamais de le résoudre. J'essaie juste de progresser à côté. Et si je le résous, bah tant mieux. Mais ça veut pas dire que j'arrête de chercher l'exercice. Peut-être que je continue à chercher d'autres voies. Peut-être que je continue à explorer cette voie. Enfin voilà. Le but c'est pas de résoudre l'exercice. Ok. Voilà. Deuxième truc que je trouve assez cool dans Récolter Semailles et qui se transmet assez bien dans la prépa, c'est que c'est toi qui décides ce qui est sérieux en mathématiques. Grothendieck, il utilise beaucoup ce mot pour opposer un peu le consensus scientifique mathématique. Grothendieck, il voit un peu la communauté mathématique comme une dictature qui décide ce qui est important et ce qui est sérieux et ce qui est pas sérieux. Et dit que lui, souvent, ce qui faisait qu'il était fort en mathématiques, c'est qu'il arrivait à sortir un peu de ce paradigme et d'explorer des trucs qui étaient considérés comme pas sérieux et d'avoir l'innocence de se poser des questions que beaucoup de gens considéreraient comme des questions stupides. Voilà. Et du coup, tout ça pour dire que c'est toi qui décides ce qui est sérieux. Si t'as un ami qui t'explique que ça marche comme ça, comme si, et que toi tu comprends pas la première ligne, bah, faut lui dire, parce que c'est toi qui décides ce qui est important ou pas. Voilà. Quand t'explores les mathématiques, faut pas que tu te fasses avoir par les questions qui sont posées sur l'exercice. Il y a plein de fois où je pose un exercice en colle, et le collé, il essaye directement de résoudre l'exercice, alors que parfois il n'a pas compris ce que c'était que la définition des objets. En fait, comme je lui ai donné un exercice, il a toujours considéré que l'énoncé c'était pas quelque chose de sérieux, que l'exercice était un truc de sérieux et qu'il fallait faire l'exercice, alors que parfois, fallait vraiment se poser la question de qu'est-ce que c'est que cet objet, pourquoi c'est défini, est-ce qu'on a vraiment une application comme ça, enfin, vraiment se poser des questions de base.
Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas se censurer sur les questions qu'on a. Il y a des questions qu'on a qui paraissent extrêmement bêtes. Il faut se les poser au moins à soi-même et peut-être à d'autres gens pour écarter le doute. Donc c'est toi qui décides si tes questions elles sont bien ou pas. Personne peut dire que ça c'est une question bête. Voilà, parce qu'il n'y a pas de question bête. Voilà, c'est ça le point sur Grothendieck. Je t'encourage à lire peut-être le premier tome. C'est un énorme livre, donc qui ne servira pas trop pour le français malheureusement. Donc, si t'es en sortie de prépa, si tu sors de spé, franchement, c'est la première chose que tu dois faire. Lire Récolte et Semaille. Au moins le premier tome, parce que je trouve que c'est tellement il est tellement fort quand il explique ce que c'est pour lui les mathématiques Grothendieck, que c'est vraiment un super livre. Voilà.